Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast élaboré par la NARF, l'Association de neuroanesthésie et réanimation de langue française et le comité réanimation de la SFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série consacrée aux études françaises publiées récemment dans les plus grands journaux scientifiques. Je suis Léa Satre-Buisson, PH en réanimation digestive à Saint-Antoine à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi le docteur Russell Chaban, qui exerce lui en neuroréanimation à Clermont-Ferrand et membre de la NARF. Nous recevons ensemble le professeur Claire Daillot-Fiselier, anesthésiste réanimatrice, dont l'activité clinique s'effectue en neuroréanimation au CHU de Poitiers, et l'activité de recherche porte sur la pharmacologie des anti-infectieux en réanimation et notamment chez les patients cérébrolésés. Et ces activités de recherche se font au sein d'une unité INSERM. Nous allons donc ensemble parler de l'étude présentée au congrès de la Society of Critical Care Medicine à Phoenix et publiée online concomitamment en janvier 2024 dans le Lancet Respiratory Medicine, étude intitulée Profivap, Ceftriaxone to prevent early ventilator-associated pneumonia in patients with acute brain injury, a multicenter randomized double-blind placebo-controlled assessor-masked superiority trial. Professeur Claire Daillot-Fiselier, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour la NARF et la SFAR. Cet essai de supériorité, donc on l'a dit, porte sur l'impact de l'administration d'une dose de ceftriaxone sur la survenue de PAVM précoce chez des patients cérébrolésés. Il est important de souligner qu'il n'y avait pas de lien de conflit d'intérêt entre votre équipe de recherche et cette étude. Bonjour Léa, bonjour Russell. Merci beaucoup de consacrer une émission, ce podcast à Profivap, une étude qui m'a tenue pendant une dizaine d'années à cœur quand même, qui a associé plusieurs centres, 8 CHU, 9 réanimations, et je les remercie pour commencer, d'avoir participé à cette étude au sein du réseau de recherche Atlan-Réa, mais aussi des centres qui font partie de la NARF. Donc, merci à tous. Voilà, je- Merci Claire. oui. Bonjour. Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte qui t'a amené, toi et ton équipe, à élaborer cet important essai sur un sujet polémique, hein, qui est l'antibioprophylaxie en réanimation, et pourquoi avoir choisi la population de patients victimes d'une lésion cérébrale aiguë? Alors, pourquoi les cérébrolésés? Parce que finalement, c'est la population de patients en réanimation qui présente l'incidence de PAVM, notamment les PAVM précoces, la plus élevée. Dans la littérature, alors les incidences évoluent évidemment avec l'évolution de nos pratiques, bien entendu, mais on a quand même dans des grandes études qui ont rapporté quand même des incidences jusqu'à 50 à 70% même parfois chez les traumatisés crâniens graves de PAVM précoce. Et ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on a voulu s'intéresser à cette question spécifiquement, puisque ça nous occupe très souvent en réanimation lorsqu'on fait de la neuroréanimation. Alors, le contexte, ce qui nous a amené aussi à s'y intéresser, c'est d'une part les incidences, bien entendu, comme je viens de le dire, mais aussi finalement les conséquences de ces PAVM chez les patients cérébrolésés, puisque on sait tous que les axos peuvent aggraver le pronostic neurologique de nos patients. Et évidemment, les pneumopathies sont pourvoyeuses d'axos. Et donc, ça nous intéressait particulièrement d'essayer de diminuer l'incidence de ces pneumopathies. En plus, en 2013, lorsqu'on a obtenu ce PHRC, l'idée de ce PHRC, c'est une étude publiée dans Chest qui rapportait une diminution largement significative des PAVM précoces grâce à une seule dose de ceftriaxone, donc finalement le même type de procédure que ce qu'on a étudié nous. Mais par contre, leur méthodologie, elle était quand même très critiquable puisque c'était une étude sur une cohorte prospective comparativement à une étude, à une cohorte historique, ce qui veut dire que c'était finalement une étude avec une méthodologie très critiquable. Donc, on a
eu l'idée de déposer une proposition pour obtenir un financement sur un PHRC interrégional en 2013 et on l'a obtenu pour justement mener l'étude Profivab de façon un petit peu plus rigoureuse. Eh bien, justement, si on continue sur cette méthodologie que toi et ton équipe ont proposée, est-ce que tu peux nous la détailler un petit peu? Vous avez notamment eu recours à une évaluation qui était délocalisée à une centrale d'évaluation pour déterminer la survenue des PAVM. Comment est-ce que vous avez constitué votre méthodologie? Alors, tout d'abord, effectivement, la méthodologie, comme je viens de le dire, on souhaitait avoir une méthodologie très rigoureuse parce que c'est quand même un sujet qui est finalement depuis les années fin 90, hein, les premières études qui ont étudié la prophylaxie chez les cérébrolésés, c'était 97, je crois, 98. Il y a eu quelques études qui ont été publiées et certaines randomisées, mais sur des tout petits collectifs de patients. Et en fait, il y en a vraiment 3 qui pouvaient aller dans le sens de faire cette prophylaxie, mais malheureusement avec une méthodologie toujours défaillante. Donc en fait, on s'est dit, il va falloir, et souvent ce sont les traumatisés crâniens qui sont étudiés et pas les AVC. Donc on s'est dit que déjà, on allait étudier une population de patients au sens large du terme cérébrolésés, avec des traumas crâniens graves, mais aussi des patients victimes d'hémorragie méningée ou d'AVC. Puisqu'ils sont tous en fait sujets au PAVM précoce. Donc déjà, cette population, on l'a élargie par rapport aux études. Et la méthodologie, on s'est dit, ben, il faut, pour prouver le bénéfice, avoir une étude randomisée en double aveugle. Et c'est cette méthodologie-là qu'on a choisie, et multicentrique, d'une part parce que clairement, on a nos réseaux de recherche et surtout, ça permet aussi de valider un peu la validation externe, notamment enfin, au sein de notre pays, bien entendu. Donc, c'est la raison pour laquelle on est parti sur ce type de méthodologie. Alors ensuite, comme le diagnostic de PAVM, il reste quand même très difficile, hein, on le sait tous, hein, on n'est pas toujours d'accord sur le diagnostic, même au sein d'un même service. Donc, on a choisi également de valider, comme on était plusieurs centres à inclure les patients, on n'a pas tous les mêmes pratiques, de valider les PAVM qui avaient été déclarés par un comité d'adjudication en aveugle. Et une d'ailleurs des grosses critiques qui ont été lors du Viroviovind qui a été portée sur le fait que ce soit pas un comité d'adjudication indépendant qu'on ait réalisé, mais notre comité d'adjudication effectivement a été composé de médecins qui ont inclus dans l'étude, hein, mais avec un respect strict de l'aveugle et une méthode vraiment très stricte, avec des critères vraiment bien déterminés. D'ailleurs, une des réponses qu'on a pu donner lors du reviewing, c'était que avant même d'avoir fait la validation des PAVM par le comité d'adjudication, on avait déjà une différence significative du critère de jugement principal, c'est-à-dire les PAVM précoces. Très bien. Merci pour ce développement sur cette méthodologie. Sur le critère jugement principal, donc, vous avez retrouvé une réduction significative de ce critère, donc PAVM précoce, donc les 7 premiers jours, avec 32% dans le groupe contrôle versus 14% dans le groupe ceftriaxone, donc une réduction importante. Ce critère jugement, effectivement, il est critiquable, hein, puisque ce n'est pas un critère dur centré sur le patient. Est-ce que vous avez observé des différences dans d'autres critères de jugement? Alors, oui, on a observé, même avec une très grande surprise, hein, et beaucoup de joie, justement, pas seulement des critères de jugement type les PAVM, mais aussi une diminution de l'exposition aux antibiotiques à la durée de ventilation mécanique. Et tout ça, effectivement, ce sont des critères qui sont un petit peu plus
un peu plus globaux, mais surtout, on a observé une diminution de la mortalité de nos patients, une diminution significative à J28, passée de 25 à 15% dans le groupe ceftriaxone. Et là, on a été très surpris parce que j'avoue franchement qu'on s'y attendait pas particulièrement. À J60, on n'atteint pas complètement la significativité. Je crois qu'on le petit p il est de mémoire à 0,07. Mais effectivement, on a cette diminution de la mortalité qui, là, est un critère typiquement en lien avec le patient. Donc, clairement, c'est un critère de jugement secondaire, donc on ne va pas pouvoir conclure. Il faut bien interpréter ces résultats avec beaucoup de précaution. Il va falloir le prouver sur de plus grands effectifs, mais c'est vrai que cette diminution de la mortalité, du ranking notamment, on a un ranking 0,1 un peu plus élevé puisqu'on a 19% contre 9%, 19% dans le groupe ceftriaxone. Donc ça prouve qu'on a un pronostic, enfin ça prouve. On observe un bon pronostic pour nos patients, meilleur dans le groupe ceftriaxone. Évidemment, tout ça, il va falloir le prouver, sachant que l'hypothèse qu'on a pu avancer, parce qu'il faut une hypothèse, la mortalité, elle ne diminue pas comme ça. L'hypothèse qu'on a pu avancer, c'est peut-être diminuer effectivement les axos grâce à la ceftriaxone et à la prévention de la PAVM. C'est ce à quoi on a envie de croire. La seule chose, c'est que malheureusement, dans notre étude, on n'a pas pu le prouver puisqu'on n'a pas surveillé les axos de façon rigoureuse pour pouvoir établir un lien entre cette diminution de mortalité et les axos. Mais, et la diminution des axos. Donc, du coup, c'est évidemment une hypothèse et il va falloir, là encore, peut-être essayer de la prouver. Merci pour ces détails et en effet pour apporter à la fois un complément, une analyse globale et puis les nécessaires précautions d'interprétation qui doivent être associées à cette étude comme à toutes sur les liens de causalité. Et comment est-ce que tu intègres, Claire, ces résultats que vous avez observés par rapport aux données qui avaient déjà été publiées avant? Tu nous as parlé de certaines, mais peut-être d'autres études. Alors, avant toute chose, il est important de rappeler que dans notre étude, on faisait les techniques de prévention classiques que l'on applique à peu près tous de prévention de la PAVM dans nos réanimations, dans les centres qui ont participé. Par contre, on n'appliquait pas la décontamination sélective digestive qui est actuellement recommandée. Et aucun des centres ne l'appliquait face à des difficultés d'approvisionnement des différents produits nécessaires pour la fête. Effectivement, actuellement, la SDD, elle est recommandée en association à une antibiothérapie intraveineuse qui peut aller de 2 à 5 jours quand même dans nos recommandations. Pour les centres, qui veulent l'appliquer et effectivement, enfin qui peuvent l'appliquer. Effectivement, ça, c'est les recommandations actuelles. Les résultats de notre étude, peut-être qu'on peut espérer qu'il modifie peut-être un peu ces pratiques-là, notamment pour la population de nos patients, puisque effectivement, comme je vous le disais, les centres qui ont participé n'appliquaient pas la SDD. Et pourtant, on voit une diminution qui est bien franche des PAVM. Donc, on pourrait proposer pour la population, bien entendu, que l'on a étudiée dans l'étude, une dose unique de ceftriaxone avec les techniques très classiques, faciles à appliquer de prévention des PAVM. Et bien entendu, c'est les experts dans les prochaines RFE qui décideront si oui ou non on intègre tout ça et on peut l'appliquer différemment pour les patients cérébrolésés que l'on a pu, enfin la population de patients qu'on a pu étudier. Ça reste à définir. Merci Claire. Donc c'est vrai que c'est des résultats quand même très importants avec un conseil mécanistique depuis la PAVM jusque l'amélioration clinique sur des critères durs avec une homogénéité de l'ensemble de ces critères avec
qui vont tous dans le même sens. Donc, c'est vrai que c'est quand même très intéressant et c'est le premier essai à montrer ça. C'est vrai qu'on avait vu des essais dans l'arrêt cardiaque, notamment l'essai antarctique, où il y avait une diminution des PAVM avec une tendance vers une amélioration de mortalité ou des critères plus durs, ou l'analyse post-hoc de la grosse étude de l'ANZIC, Sud ICU, sur effectivement la SDD, dans leur étude post-hoc ancillaire sur les patients cérébro-lésés, plus de 2000 patients cérébro-lésés. Là aussi, ils avaient un effet qui semblait bénéfique dans cette population. Donc, on peut légitimement se poser effectivement la question de modification de recommandations, particulièrement dans cette population. Et est-ce que tu penses que finalement, ce concept de dose unique d'antibiotiques systémiques versus la SDD ou SOD, comme tu l'as dit, qui est quand même plus difficile à mettre en œuvre avec des expositions plus prolongées aux anti-infectieux et antibiotiques et antiseptiques. Est-ce que tu penses que même ce concept pourrait être applicable aussi dans d'autres populations, voire même en réanimation générale? Alors, je serais très prudente dans d'autres populations. Je pense que là, il faut faire attention parce que malheureusement, on n'a pas encore les données pour pouvoir appliquer une dose unique dans d'autres populations. Et je pense qu'en plus, serait peut-être griller les étapes de le faire pour d'autres populations de patients. Par contre, attendre effectivement l'appliquer chez nos patients cérébro-lésés, les AVC, les hémorragiques ou ischémiques, les patients victimes d'HSA et les traumas crâniens graves, je pense que peut-être on peut ne pas attendre des recommandations vu les dernières publications qui vont toutes dans le même sens, parce qu'on sait très bien que les recommandations, ça met beaucoup de temps à aboutir et finalement, on modifie parfois nos pratiques sans pour autant attendre la sortie de nouvelles recommandations. Et je pense qu'on a quand même plusieurs études qui vont dans ce sens là très récemment finalement, hein, 2019, Bruno François sur l'arrêt cardiaque et là très récemment notre étude et effectivement, l'étude post-hoc qui a bien montré aussi la même diminution et l'amélioration du pronostic, enfin la même diminution de mortalité. Donc, je pense qu'on a des études qui sont assez robustes, qui nous permettent dès maintenant de pouvoir appliquer cette pratique. Par contre, eh bien, associé ou pas à la SDD, ça reste quelque chose de discutable, hein, ça, évidemment. Je crois de mémoire que Bruno François n'appliquait pas non plus, enfin les équipes qui ont inclus dans l'étude de Bruno François sur l'arrêt cardiaque n'appliquaient pas non plus la SDD. Donc la question sur la SDD reste entière. Par contre, l'intraveineux unique, j'ai l'impression que ça peut quand même être assez séduisant. Et puis sur l'impact aussi écologique, ça peut être assez séduisant de se dire qu'on fait une dose antibiotique plutôt que d'effectivement exposer nos patients à plusieurs jours d'antibioprophylaxie, plusieurs jours, enfin toute la durée de l'hospitalisation en réanimation pour ce qui est des décontaminations digestives. Donc ça semble quand même assez judicieux pour l'écologie de nos patients, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre les recos, mais ça c'est mon avis. On fait tous dans sans pour autant parler juste de ce sujet-là, mais on le fait tous dans nos réanimations, d'appliquer des études avec une méthodologie robuste avant même d'attendre les recommandations. On a commencé à l'appliquer un petit peu, mais on fait attention parce qu'il faut faire attention aussi aux patients qui ont déjà reçu une antibioprophylaxie. Il ne faut pas l'étendre à tous les patients, à mon avis, parce qu'on a quand même plein de patients, notamment chez les traumatisés crâniens graves, associés à des traumas sévères multiples. Clairement, ils reçoivent de l'antibioprophylaxie, donc il ne faut peut-être pas multiplier, vous voyez, à mon avis, l'antibioprophylaxie. Le patient qui n'en reçoit pas du tout pour autre raison, je pense que c'est la bonne population pour l'instant chez qui on peut l'appliquer. Et c'est important de rappeler ce critère d'exclusion que vous aviez choisi, hein, de vraiment s'assurer qu'il n'avait pas reçu un autre antibiotique avant d'être inclus dans votre étude. Voilà, alors là, dans l'étude en question, effectivement, on ne pouvait pas avoir d'autres antibiothérapies ou antibioprophylaxie, même antibiothérapie. D'ailleurs, les patients qui avaient une antibiothérapie préalable étaient exclus. Mais
parce que justement, de toute façon, pour une raison très méthodologique pure et pour pouvoir ne pas avoir de pollution, on va dire, de nos populations, on avait exclu ces patients-là. Toute la question reste à se dire, est-ce que je vais faire quand même ma ceftriaxone et ça reste une question qu'on s'est même posée nous au sein du service. Est-ce que je fais mes 2 grammes de ceftriaxone si le patient a reçu 2 grammes d'augmentin en préhospitalier comme comme on le voit à peu près tous, hein, parce que ça a quand même été un nombre de patients exclus conséquent d'ailleurs dans notre étude. En tout cas non inclus. Et est-ce qu'on fait quand même nos 2 grammes de ceftriaxone? Est-ce que 2 grammes d'augmentin unique protège de la PAVM? Je vous rappelle que Bruno François, il fait 48 heures d'augmentin, il ne fait pas 2 grammes isolés. Donc il y a 2 solutions, soit en étend la population d'ACR de Bruno François à tous les cérébrolésés, on se dit, ben, il a déjà reçu 2 grammes d'augmentin, donc je vais faire 48 heures d'augmentin puisqu'il en a déjà reçu 2 grammes, et je fais comme si c'était un cérébrolésé, enfin un ACR, soit je ne m'occupe pas de ces 2 grammes d'augmentin préhospitalier et je fais quand même 2 grammes de ceftriaxone. Et là, c'est une grande discussion, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Merci Claire. Vous en avez une, vous, une réponse? Non, c'est toi l'experte. Non, En tout cas, non. je ne me mouillerai pas parce que je sais que ça peut faire polémique. J'ai mon avis, mais c'est tout. En pratique, on a souvent quand même des patients qui ont été préalablement exposés à amoxicilline clavulanate, très souvent en préhospitalier, sur des critères de coma et d'inhalation supposée en tout cas. Mm. Donc c'est vrai que c'est une limite en pratique pour appliquer les résultats de l'essai. Ça arrive quand même assez régulièrement, je pense que dans vos centres également. Et puis également, il y a sûrement, c'était une population française, hein, donc problème de validité externe, hein, donc qui a été pas mal commenté aussi par les Américains, notamment avec une bactériologie qui est complètement différente, hein. C'est vrai que vous avez très très peu de BMR hein, sur ces PAVM précoces, chose qui, ben, visiblement, dans certains pays, n'est pas du tout n'est pas du tout le cas. Tout à fait. Alors, effectivement, la validation externe, je pense qu'au sein de la population française, avec notre étude multicentrique, on peut considérer qu'on est quand même, on peut se permettre de l'appliquer, ou sur un pays qui pourrait avoir effectivement la même écologie. L'appliquer dans des écologies, dans des pays avec des écologies beaucoup moins sympathiques que la nôtre, ou dans des centres où l'écologie est plus compliquée, et plus résistante. À ce moment-là, c'est vrai que faut se poser la question de son écologie de service et de population, de bassin de population, avant de pouvoir appliquer cette recommandation, cette pratique, pardon. Je grille les étapes. Merci beaucoup Claire, et puis encore une fois, félicitations pour cette étude qui a été largement commentée à travers le monde, hein, sur les réseaux sociaux, dans différents podcasts. Une étude très importante. Je vous invite donc à la retrouver l'article et ses nombreux suppléments dans la revue Lancet Respiratory Medicine. Et au nom de l'Association de neuroanesthésie et réanimation de langue française et de la Société française d'anesthésie et réanimation, on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt pour de nouveaux podcasts. Merci. À bientôt. À bientôt.